Bonjour Albina. Bonjour Marco. Albina Dubois-Rouvray est écrivaine, philanthrope, mais avant tout mère d'un enfant décédé tragiquement durant une mission de sauvetage durant le Paris-Dakar et qui, à la suite de ce terrible accident, a fondé l'ONG FXB du nom de son fils François-Xavier Bagnoud pour dédier sa vie aux autres, pour lutter contre l'extrême pauvreté dans le monde et pour venir en aide aux orphelins du sida. Je l'ai aujourd'hui rencontré à l'occasion de la publication de son nouvel ouvrage « Naviguer l'existence » qui est publié aux éditions Reconnaissance en librairie actuellement. Pas mal de gens qui me suivent sur Instagram. Je me rends compte que les gens très jeunes, par leurs commentaires, j'ai l'impression, c'est peut-être une erreur de ma part, mais j'ai l'impression qu'ils sont très à la recherche de repères, qu'ils sont très naturellement, je le suis avec eux, angoissés par le monde dans lequel nous vivons, par l'avenir qu'on ne nous prépare pas, enfin par tout ça, quoi. D'être jeune aujourd'hui me paraît extrêmement difficile. Et étant donné que dans mon livre, j'ai accumulé, et je raconte toute ma vie, donc à travers ma vie, il y a les expériences que j'ai récoltées, mais je ne les raconte pas en tant qu'expérience. Là, j'ai voulu faire spécifiquement 12 que j'appelle des petites bouées, auxquelles se raccrocher quand on est en train de se noyer dans les tempêtes de la vie. Voilà. Et je pense que la plus importante pour moi, c'est celle qui dit qu'il faut se concentrer sur les bonheurs et les beautés du jour que l'on vit. Par exemple, tu vois là, ce rayon de soleil, le plaisir de se rencontrer, là c'est formidable. Il ne faut pas se gâcher ça pour un avenir qu'on ne peut pas connaître et qui de toute façon ne se déroulera jamais. On peut l'imaginer même dans les pires moments. Il y a toujours des éléments inconnus qui viennent intervenir et qui changent la donne. Donc j'ai voulu, à partir de là, donner ces 12 bouées qui me paraissent être que dans le quotidien de chaque jour que l'on vit, des choses importantes, des repères importants auxquels il faut et où on peut se raccrocher, et aussi des choses qui permettent de surmonter les difficultés, voilà, quelles qu'elles soient, et que j'énumère. Les difficultés qu'on rencontre dans son milieu familial, les difficultés qu'on rencontre dans la vie, les difficultés, voilà. Qui vont semer qu'on va rencontrer tout au long de notre existence. Comme des grosses vagues, tu vois, qui viennent pour essayer de te noyer. Ouais. Grâce aux bouées, tu peux traverser les vagues, dessous ou dessus, et arriver, espérons-le, soit au port, soit, comme je donne toujours l'exemple, des petits moments de bonheur, c'est-à-dire des petites plages ensoleillées, où on peut profiter d'être vivant et voilà, du bonheur et de la beauté. Ce sont des petits cadeaux. Tu parlais justement dans ton premier ouvrage, et on en avait parlé justement de ta vie aux multiples vies, si on peut le dire comme ça. Pourquoi, toi justement, tu le disais, tu donnes des bouées, des clés, si on peut dire aussi. Oui. Pourquoi toi c'était important pour toi et au-delà de ça, pourquoi c'était important, voilà, de faire un livre qui soit tourné vers le futur, malgré, tu en parles très souvent sur tes réseaux sociaux, malgré qu'il soit très incertain? Bah, tu vois, c'est parce que je trouve qu'aussi, moi, j'ai profité, et je raconte dans mon livre les personnes que j'ai rencontrées, les conseils qu'ils ont pu me donner, ou les avis, ou tout à coup une phrase qui m'a ouvert quelque chose, tu vois, auquel moi, jeune, je ne pensais pas, et qui a changé mon existence, ou qui m'a permis aussi de traverser moi-même les tempêtes. Alors, je pensais que c'était aussi ma responsabilité, au bout de ce long kilométrage, de transmettre aussi mes expériences, mes choses qui m'ont aidé aux jeunes, aux autres qui, eux, sont là avec un avenir qui, effectivement, est très incertain et très angoissant. Et je te dis, moi, je trouve très, très difficile et très courageux d'être jeune aujourd'hui. Il y a des choix que, alors, j'aurais pu en mettre plein d'autres, hein. Il y a plein d'autres choses desquelles j'aurais pu parler et dire, voilà, mon avis, je vous le donne comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Mais j'ai de bonheur, c'est-à-dire des petites plages ensoleillées où on peut profiter d'être vivant voilà, du bonheur et de la beauté. Ce sont des petits cadeaux. Tu parlais justement dans ton premier ouvrage, et on en avait parlé justement de ta vie aux multiples vies, si on peut le dire comme ça. Pourquoi, toi justement, tu le disais, tu donnes des bouées, des clés, si on peut dire aussi. Oui. Pourquoi toi c'était important pour toi et au-delà de ça, pourquoi c'était important, voilà, de faire un livre qui soit tourné vers le futur, malgré, tu en parles très souvent sur tes réseaux sociaux, malgré qu'il soit très incertain? Bah, tu vois, c'est parce que je trouve qu'aussi, moi, j'ai profité, et je raconte dans mon livre les personnes que j'ai rencontrées,
les conseils qu'ils ont pu me donner ou Mmh. les avis ou tout à coup une phrase qui m'a ouvert quelque chose, tu vois? Auquel moi jeune, je ne pensais pas et qui a changé mon existence ou qui m'a permis aussi de traverser moi-même des tempêtes. Alors je pensais que c'était aussi ma responsabilité, au bout de ce long kilométrage, de transmettre aussi mes Mmh. expériences, mes, choses qui m'ont aidée, aux jeunes, aux autres qui, eux, sont là avec un avenir qui effectivement est très incertain et très angoissant. Et je te dis, moi je trouve très, très difficile et très courageux d'être jeune aujourd'hui. Il y a des choix que voilà, alors j'aurais pu en mettre plein d'autres, hein. Bien Il y a sûr. plein d'autres choses desquelles j'aurais pu parler et dire voilà, mon avis, je vous le donne comme ça, vous en faites Mmh. ce que vous voulez. Mais j'ai choisi ces 12 là, voilà. Elles me paraissent convenir parfaitement à toutes circonstances et à toute personne. Naviguer J'espère que ce l'existence. sera utile, hein. Je reviens justement aussi ouais, c'est ça et j'allais presque dire aussi justement sur ces 12 bouées, est-ce que c'est pas aussi les rencontres que tu as fait et tu en parles un petit peu dans le livre, les messages que tu reçois au quotidien? Est-ce que c'est ça aussi qui a façonné Ah mais c'est ça justement, c'est-à-dire, c'est comme je te dis, c'est les commentaires que je reçois, c'est aussi les gens que je rencontre dans le quotidien qui m'ont fait me dire: «Mais vraiment, j'ai le devoir de transmettre, moi, ce qui m'a aidé et ce que je trouve être des choses, des repères indispensables et solides à qui on peut» tu vois, il y a tellement de fake news. Mmh. Comment veux-tu faire confiance? C'est très, très difficile. Moi-même, l'autre jour, on m'a donné une information Mmh mh. sur laquelle j'ai failli prendre une décision. Ça venait de quelqu'un de très, très fiable, de mon équipe. Ah bah non, c'était une fake news, t'es fait avoir. Ouais Donc tu vois, c'est horrible de et on est de plus naviguer en plus aujourd'hui dans bouleversés avec, les tout ce qui tourne donc enfin, moi, j'ai autour de sorti l'IA ce et qui est voilà. vraiment réel, vrai, expérimenté, éprouvé pour moi et que je veux transmettre aux jeunes en espérant que ça leur sera utile. Revenons peut-être sur ce titre, Naviguer l'existence. Donc tu parlais, ça fait référence aux différentes bouées que tu donnes. Qu'est-ce que ça t'inspire toi la notion d'existence? Et est-ce que tu peux, voilà, nous dire, aussi comment ça s'est passé le processus du livre? Sur quelle temporalité? C'est naviguer la vie, mais j'aurais pu joli naviguer l'existence. Ils et les autrices d'ailleurs aussi. On a cherché plusieurs titres qui ont trouvé que c'était le meilleur titre. Parce que l'existence, c'est exister, c'est peut-être plus, précis que la vie. La vie, c'est très, très général. Mmh, bien sûr. Exister, c'est aussi être très conscient et c'est la conscience pour le moment qu'on ne connaît qu'humaine, mais qui, je Mmh, pense, d'ailleurs s'étend à beaucoup plus que simplement l'humain. Les animaux, même les bien végétaux. sûr. On est même en train de découvrir que peut-être que le minéral aussi a une certaine conscience et un certain ressenti même peut-être. Ce qui amène à la problématique des Bien robots, et sûr. cetera. Est-ce qu'ils pourront avoir aussi un ressenti ou pas? Parce que je pense que c'est la façon de communiquer d'aujourd'hui et qu'on atteint justement des inconnus, des gens qu'on ne connaît pas et ça c'est j'allais dire vachement intéressant parce que tu croises beaucoup de gens dans la vie, tu n'interagis pas avec eux forcément. Par les réseaux sociaux, tu interagis avec des inconnus complets. Mmh. Et c'est un échange très enrichissant, je pense, des 2 côtés. Moi, ça m'apporte Bien sûr. beaucoup aussi, tout ce qu'ils me disent, les commentaires qu'ils font ou les questions qu'ils me posent. Donc l'idée, c'est que tu tires une carte après une. L'idée, c'est d'en prendre, c'est ça, 3 ou 4, sur lesquelles tu vas pouvoir peut-être me dire, voilà, quel lien tu as pu avoir avec cette personne, que Oui, tu la connaisses ou non, mais aussi pourquoi elle résonne dans ton parcours et ton d'accord. engagement. Alors je fais c'est joli ça avec ton costume. Je prends une carte au Ouais, hasard. super. Écoute, je trouve qu'elle est très utile parce qu'elle permet à beaucoup de femmes de pouvoir dire sans honte ce qui leur est arrivé. Elle est très utile pour ça. Je pense que c'est admirable qu'elle s'expose autant. Moi, je ne sais pas si j'aurais ce courage-là, mais effectivement, vu le résultat d'utilité que cela a, parce qu'il y a tant, pas seulement de femmes, dans son cas, c'est sordide et ignoble ce qui lui est arrivé, mais tant de femmes qui sont victimes de violences conjugales dans le quotidien, autres, et qui n'osent pas, qui ont honte. Mmh. C'est un peu comme le harcèlement. Moi, je suis très, très, très frappée par le harcèlement que les jeunes subissent et j'ai rencontré justement un jeune admirable l'autre jour qui a fait une association pour, qui s'appelle 48 pour exposer à quel point 48 des jeunes harcelés entre 13 et 25 ans
ne le disent pas, restent silencieux. Et je pense que pour les femmes, c'est la même chose. Je pense que ce soit des histoires de viol, que ce soit les violences conjugales, tout simplement. Les gens ont honte d'être des victimes et n'osent pas manifester et le dire. Alors elle a libéré la parole d'une multitude de femmes dans le monde entier. Voilà. Uma? Malala. Ah, c'est Malala, ça! Bon, elle a changé, elle a grandi. Malala est admirable. Malala est extraordinaire. Elle a mérité son prix Nobel de haute lutte et de haute main. Elle est belle comme tout. Dans son visage, elle a une sérénité, une paix en elle. Mais quel courage aussi. Ça, finalement, c'est du courage. Hein, des Et femmes on de en courage. revient à ce premier titre, Ouais. le courage. Ah non, Malala est formidable. Et jeune en plus. Ah, quand elle l'a fait, maintenant elle a grandi. Elle a 20 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah, c'est l'être le plus extraordinaire que j'ai rencontré. Extraordinaire parce qu'ayant subi tout ce qu'il a subi, ces années de prison, de torture, de toute cette lutte qu'il a menée contre l'apartheid pendant tellement de décennies, et n'avoir aucun ressentiment et d'envie de vengeance. Ça, moi, il m'a complètement scotché parce que c'est pas une pause, hein, c'est pas politique. Quand tu rencontres des gens comme ça, tu sens la vérité, tu sens que ça émane. Et de lui, il émanait, puisque malheureusement il est mort, bah, tu as qu'à regarder son sourire. Il émanait une telle bonté, une telle sérénité, une telle sagesse, une telle volonté de paix et d'harmonie entre les êtres, que c'était extraordinaire, non seulement de le rencontrer, mais de passer quelques heures avec lui. Parce que oui, j'allais dire, tu peux nous dire à quel moment tu l'as rencontré, Écoute, j'ai et dans quel contexte? rencontré, oui, j'ai rencontré au tournant du siècle, le journal Elle faisait un numéro et demandait à plusieurs personnes quelle était la personne qu'ils auraient ou qu'elles auraient aimé rencontrer dans leur vie. Et j'ai tout de suite dit Nelson Mandela. Et elles m'ont dit, oh ben ça on n'arrivera pas parce qu'on a que des Français, on a Johnny Hallyday, des chanteurs, des machins. J'ai dit non, non, non. Et je me suis arrangée pour qu'un ami qui est formidable, Marc Loy, pour ne pas le nommer, et qui connaît tout le monde, et qui arrange toujours tout, arrive à ce que Nelson Mandela accepte non seulement de nous recevoir, mais de déjeuner avec nous chez lui. Donc ça a été vraiment une journée très précieuse et très spéciale et extraordinaire dans ma vie, cette journée-là. C'est comme ça que j'ai rencontré. Une journée qui est restée en mémoire. Oui, et donc on a fait cette photo, parce que l'idée était de faire une photo avec la personne qu'on aurait voulu rencontrer. Et ça, c'est la photo que je leur ai amenée. Alors, quel bonheur c'était. J'aurais voulu le connaître plus, j'aurais voulu le voir plus. On a beaucoup parlé. Je voulais qu'il vienne avec moi voir dans les townships, parce que je lui dis, je ne vais pas venir juste en Amérique du Sud pour faire une photo avec vous. Je vais m'occuper des oubliés, des délaissés. Et comme je travaille beaucoup pour lutter contre le sida, l'épidémie du sida, je vais cet après-midi, venez avec moi parce que ça montrera justement qu'il n'y a pas de discrimination vers les malades. C'était ça la grande bataille. Montrer que c'était pas, on ne pouvait pas attraper le sida en touchant quelqu'un, en l'embrassant, en mangeant la même assiette. Et il m'a répondu très justement, non, je ne peux plus faire ça moi maintenant parce que c'est Thabo Mbeki qui est le président. Par contre, à la conférence de Durban, l'année suivante, il a emmené par la main ce petit bonhomme extraordinaire dont je parle d'ailleurs dans mon livre à propos de la bouée empathie, qui était Nkosi Johnson. Et il a emmené Nkosi Johnson sur scène. Et Nkosi Johnson a fait ce plaidoyer absolument bouleversant sur les enfants orphelins du sida et infectés eux-mêmes. Et sur le fait que, voilà, qu'ils n'étaient pas dangereux, qu'il faut nous aider. Face aux idées reçues qu'il y avait à ce moment-là. C'était C'était abominable. pour éradiquer la discrimination, il n'y avait pas mieux. Voilà, c'est beau souvenir de ça. Quel être remarquable et unique. Hein. Claudia Shane. Claudia Shane. Oui, eh ben, Claudia Shane, c'est bien elle qui est la nouvelle présidente du Mexique. Elle fait, moi je la connais pas du tout, je vois des interviews, je l'entends à la télévision, je trouve qu'elle fait un très 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 bon travail. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que quand les femmes se mêlent de gouverner, la gouvernance est en général bien meilleure. Et c'est pas du tout une phrase que je dis militante, c'est un constat. On raconte là-dedans d'ailleurs que quand les femmes participent au processus de paix, les accords de paix sont beaucoup plus durables. Il y a même des pourcentages qui sont mentionnés.
Non, elle est bien. C'est bien qu'elle ait été élue et c'est bien qu'elle fasse tout ce qu'elle fait. Bon, j'allais dire faisons-les tous parce que je pense que le Non, suivant je suis va. très curieuse. Merci, Simone. Ça aussi, tu vois. Moi, dans mon panthéon personnel, les êtres humains admirables, hommes et femmes, il y a évidemment Nelson Mandela et il y a Simone Veil. Et Simone Veil m'a scotché, je crois que je raconte dans mon livre. Mon livre, il y a 250 pages que j'ai coupé parce qu'il était beaucoup trop long, il est déjà très long. Et je raconte, je crois là-dedans, je crois que c'est resté, que j'étais très très amie de Simone Veil et que j'admirais infiniment et qu'elle m'a scotché quand un jour, en parlant de l'Europe, elle m'a dit: «Vous comprenez, il faut que nous disions maintenant à nos amis les Allemands». J'ai dit: «Simone, vous arrivez à dire ça comme ça? C'est extraordinaire». Ouais. Alors ça, c'est vrai parce que la question suivante, je l'ai écrite, c'est une des, alors qui apparaît au milieu de cette trame et que j'ai écrit tout au début, avant la lecture de l'ouvrage, et ça m'a paru d'autant plus crucial. Donc, je te la lis. Vanity Fair te décrit comme l'anti-comtesse. Libération comme l'inlassable bienfaitrice et Le Point comme une guerrière. Donc, ce terme de comtesse, tu t'en parles dans ton livre. Et Dans voilà, mon et premier de tout ce que livre, t'en j'en parle, penses. oui. Et tu y fais référence de nouveau dans le second. Qu'est-ce que toi, les différents articles, alors il y en a pas mal maintenant, qu'est-ce que tu en penses de ces dénominations, de ces titres qu'on a pu t'attribuer au cours de ta carrière? Écoute, je trouve qu'en France particulièrement, c'est complètement grotesque et malvenu. On est dans une république. Dans une république, tu n'as pas de titre de noblesse. Alors, en même temps, je trouve ça discriminant parce que tu es repoussé avec ça dans une catégorie qui est une catégorie qui a une étiquette de, voilà, de beaucoup de choses et Ouais. qui souvent, malheureusement, Mm. malheureusement, et souvent justifie son étiquette. Mm. Et en plus, il y a plusieurs choses. Moi, je ne suis pas comtesse. Même en France, parce que Louis XIV a fait une, je crois que c'est Louis XIV, a fait une loi qui était la loi salique pour empêcher les femmes de pouvoir hériter, pour empêcher qu'une Titre. femme puisse régner, etc. Donc, même les gens qui pourraient, qui sont les filles de comte en France, on les appelle mademoiselle. Alors, c'est un titre que Et toi, pourquoi on t'a attribué ce titre? parce que les journaux people qui vendent ça parce que ça fait rêver, Mm. bon, ont décidé qu'en France, bon, à partir du moment où tu descends d'une famille aristocratique, tu portes le titre de cette famille. Mais ce qui est complètement juridiquement faux! Mm. Alors, il y a ça et puis il y a aussi que oui, c'est surtout que je trouve qu'en République, ça n'a pas lieu d'être, que c'est en plus c'est complètement contradictoire avec la République et que c'est en plus discriminant pour la Mm. personne concernée et que c'est faux. Ma tante, la Mm. sœur de mon père, donc elle n'a jamais été taxée de comtesse à l'époque, elle c'était mademoiselle du Bois-Rouvray. Est-ce que toi, c'est, enfin, j'allais dire, est-ce que l'utilisation justement par les médias, donc tu le disais, ce côté de vente, enfin de voilà, Oui, c'est une d'attribution de commercialisation, voilà. notoriété, c'est ça qu'on te met sur une formule d'usage qui est même pas Mmh. appropriée. Après j'ai une Est-ce formule d'usage, de courtoisie qui n'est même pas appropriée. est-ce que justement, j'allais dire dans les différents titres que je t'ai cités, enfin des extraits de titres d'articles, est-ce que toi tu vois justement une problématique par rapport à l'usage de ce terme de comtesse? Ou est-ce qu'il y a aussi, Mais ça m'agace copieusement. est-ce qu'il y a pas aussi, dans les titres qu'on t'a attribués, mais au-delà de comtesse, les titres comme l'inlassable bienfaitrice ou une guerrière, est-ce que tu vois une Mais reconnaissance je ne du suis pas travail? une bienfaitrice aussi, c'est la charité Mmh. et moi j'ai bien sûr qu'il y a la notion de charité dans tout ce que tu fais d'humanitaire, Mmh. mais pour moi l'humanitaire c'est beaucoup plus politique, je dirais, c'est de la bonne gouvernance, je répète toujours, puisque les ONG qui font de Mmh. l'humanitaire Ouais. ou des fondations qui font de l'humanitaire remplacent en fait sur une petite échelle un gouvernement, c'est-à-dire qu'ils remplissent les trous que les gouvernements laissent béants et Mmh. pour faire une exemplarité avec les programmes qu'ils créent, pour que ce soit ensuite repris à l'échelle. Moi, quand j'ai fait les soins palliatifs à domicile, tu vois, Ouais. j'ai fait ce que j'estimais être un travail que l'État ne faisait pas. Donc j'ai apporté en Suisse et en France une équipe petite de soins palliatifs à Mmh. domicile.
Ça a été ensuite repris dans les 2 cas par l'État, qui théoriquement devait la reproduire. Cette équipe devait former toutes les équipes de France et de Navarre et toutes les équipes de Suisse aussi, pour qu'ils arrivent à soigner les gens chez eux, pour qu'ils puissent mourir chez eux. Ah évidemment, comme les gouvernements changent, le gouvernement qui a adoubé ça, qui l'a accepté, qui te l'a repris en disant: «Maintenant, c'est nous qui reprenons ça». Mmh. Ce qui, sur le plan de l'argent, était satisfaisant, parce que c'était très coûteux. Et c'était très difficile de continuer pendant des années à être tout seul. Et parce que c'était pas seulement avoir l'argent des subsides auxquels on avait droit en tant qu'activité médicale, c'était aussi louer des locaux, c'était aussi ajouter des choses que n'avaient pas de subsides, donc c'était mais ils l'ont repris, mais comme le gouvernement qui l'avait adopté, c'est-à-dire le ministre de la Santé Bernard Kouchner, a été changé, Mmh. les nouveaux ministres qui ont déboulé n'ont pas trouvé utile de le garder tel quel et que nous formions les HAD tels quels avec le même paradigme. Ils ont coupé des morceaux ici, ils ont coupé des morceaux là pour des raisons financières. Dans les 2 cas, en Suisse et en France, ça fait, je crois encore dans certains cas, du bon travail, Mmh. mais ça ne remplit absolument pas le rôle que ça aurait dû remplir. Voilà. Ensuite et c'est on revient, enfin, on continue dans Alors cette une lignée. guerrière, oui, ça je veux bien, une Oui. guerrière, ça oui. Parce que c'est exactement ce que je suis. Je suis une battante, je suis une guerrière. Guerrière sans haine. Mmh. Et ça que je n'aime pas d'ailleurs, les guerres. Mais je me bats. Je me bats pour les autres. Mmh. Je me bats souvent très mal pour moi, mais je me bats pour les autres. Ou pour un principe, ou pour... oui, et puis pour les gens oubliés. J'ai toujours dit que c'était des... Ce que faisait FXB, c'était de faire des programmes pour les gens oubliés, des causes oubliées, des gens oubliés dans les lieux oubliés. Les oubliés. Ouais, ils oublient. Tu vois, les orphelins du sida pour lesquels je me suis beaucoup Mmh. battue, et ben, c'était des oubliés. Ils ont heureusement été, reconnus, on s'est occupé d'eux. Ouais, c'est ça. Mais ça a été Avec un processus hyper long et clairement, justement, toi, tu as participé, à les mettre à en ce forme. voilà, c'est ça et à ce que ce soit reconnu. Voilà, exactement, sortir de l'oubli Mmh. et à montrer que c'était possible. Et à ce que ce soit justement, tu le disais, ton ONG a eu cette fonction et comme toutes les ONG, tu le disais il y a un instant, de substitution par rapport à des missions que l'État Donc n'assurait à faire pas et une dont l'État gouvernance. maintenant s'en assure, du moins à son échelle. Ensuite, et ça me paraissait important d'en parler, t'en parles dans le premier et t'en reparles un petit peu dans le second, sur ta filiation. Tu disais à Madame Figaro, et je crois que c'est l'un des citations qui m'avait le plus marqué en préparant la première interview qu'on avait faite, c'était que tu avais été entourée de luxe, mais je cite, question infection, c'était la banquise. T'en as fait une fois. L'Équateur dans le luxe, c'est la banquise. C'est ça, et du coup tu reparles de tes parents. T'en avais une force justement, toi, avec la création de l'ONG et la mise à profit de ton patrimoine. Comment toi, tu as été impacté personnellement justement sur... comment ça t'a impacté et quel regard ont porté tes C'est parents. intéressant que tu me demandes ça parce que sur le moment, quand j'ai vécu tout ça, tu vois, ce manque Mm. d'affection, ce manque d'attention élémentaire, ça ne m'a pas touché du tout. Tu vois, d'abord, j'avais pas beaucoup de comparaisons avec d'autres familles, Ouais. d'autres enfants. J'en avais peut-être parlé par les livres, mais beaucoup de la littérature parlait d'enfants qui étaient toujours des... Si tu lis Le Petit Chot, si tu lis Hector Malot, etc., les enfants sont très maltraités, ou même Les Malheurs de Sophie. Ouais. Mais, donc, je n'avais pas de... Non, je ne ressentais pas que j'étais... En fait, j'étais très maltraitée. Je ne ressentais pas comme ça. De temps en temps, quelque chose me faisait... Quand même, j'étais étonnée, je trouvais que c'était un peu fort de café, tu vois, c'est tout. Quand ma mère a dit, simplement en me voyant en morceaux sur ce canapé, que j'allais tacher avec mon sang le chins du canapé, il fallait mettre une serviette sous la tête, c'était sa première préoccupation. Je me rappelle très Sans très même bien que dans mon penser corps, de- je m'évanouissais, je me réveillais. Je me souviens très bien, c'est un peu fort de café ça quand même. J'étais très rassurée par mon père quand il est rentré, je sais pas si je raconte ça, il est rentré, il m'a vu comme ça, il m'a dit, oh, que je suis sanguinolente. Et l'absence d'affection et de préoccupation a fait que j'étais totalement D'attention. libre. J'étais libre. Donc j'étais libre de faire ce que je voulais, d'avoir. Et surtout quand je vivais au Maroc, j'étais seule avec cette charmante dame qui était professeure de piano, un peu berger, très gentille. Mais j'étais libre de faire mes propres opinions. De l'âge de 7 ans, quand on m'a plantée en Suisse avec une tante que je ne connaissais pas, je me suis dit,
pour ça que quand Mao a écrit ça plus tard, ça m'a résonné, que je ne pouvais compter que sur mes propres forces. Je ne pouvais pas compter sur les forces extérieures. Cette dame, je ne la connaissais pas, je ne pouvais pas lui faire confiance. Ce contexte-là que j'ai appris à justement privilégier tous les petits plaisirs et bonheurs de la vie et du quotidien. C'est comme ça que ça a construit ton parcours aussi, Voilà, quoi, ouais. exactement, exactement. Et puis, Donc merci, merci, merci. puis aussi, peut-être une question, moi, voilà, enfin, que je me posais. Est-ce que justement, dans ton exercice, notamment en tant que productrice, est-ce que justement tes parents, ils ont suivi ce que tu as fait? Alors Est-ce ma qu'ils mère ont était compris? morte et mon père a été très, très drôle, il était très étrange. Mon père, comme c'était pas du tout pour lui, c'était un métier Mmh. de j'avais choisi d'être une saltimbanque. Alors il ne m'a et puis mon père, même quand j'étais en classe et que j'avais ramené des notes, pour mon père, c'était jamais assez bien. Ce qui était très, très frustrant, en même temps très bon, parce que ça t'obligeait toujours à essayer d'aller dans l'échelon plus haut pour en faire mieux. Et quand j'étais productrice, mon père ne m'a jamais dit: «J'ai vu un de tes films, il était très bien» et cetera. Il me disait: «Tu devrais faire ça en Amérique, parce que tu aurais beaucoup plus d'impact que de faire des films en France. Et moi j'ai un ami avec qui tu pourrais travailler». J'ai jamais voulu aller avec l'ami qui était effectivement un opérateur star de Hollywood et chez qui j'aurais pu rentrer immédiatement et j'aurais pu aussi passer à la production et tout. Mmh. Non, je voulais rien avoir à mon père Pour et je rester voulais faire indépendante et voilà, indépendante faire et ma réussite toute seule. Et donc, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'à sa mort, quand j'ai rangé ses affaires, j'ai ouvert un tiroir, j'ai vu toutes mes coupures de presse. C'était mignon, ça. ouais. Donc, il m'en a jamais parlé de son vivant en positif, Mmh. mais en fait, je pense qu'il était assez fier Et ils qu'il suivaient découvrait. ce que tu faisais. On t'a beaucoup justement, présentée, comme une femme qui avait envie de sortir de cette, vie de luxe, si je peux le dire ainsi, à laquelle elle était prédestinée. Toi justement, qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça et dans l'impact que ça a eu sur, donc Bah, tu ta sais, la vie de carrière et tes luxe, différentes vies? c'était une vie de luxe dans le contexte dans lequel je vivais. Ouais, bien Moi, je sûr. n'étais absolument pas impactée par ce luxe. Au contraire, je me souviens que la fameuse dame, professeure de piano, disait: «Oh là là, parce qu'elle me voyait, il vous faudrait une autre paire de chaussettes, on n'en a pas assez». Tu vois, personne n'a jamais acheté des chaussettes ou lui dit: «Vous achetez ce qu'il faut». Moi, j'ai pas été tellement impactée par le luxe. Mmh. Quand j'étais à la maison, parce que j'étais convalescente et je rentrais de l'hôpital après mes accidents, mes parents sont partis et la cuisinière, qui était très mauvaise, refusait de faire des plats simplement que j'aimais pour moi. Elle faisait des plats qu'elle faisait pour elle et le reste du personnel et cetera, tu Mmh. vois? Non, Ouais. j'étais pas du tout gâtée. Mais heureusement, Mmh. heureusement! Je vois le résultat épouvantable que ça a, les gens d'être élevés dans les de luxe. Et qu'est-ce que tu me demandais à propos de ça? Mmh. Justement, qu'est-ce que quel impact ça a eu sur le cheminement de ta Bon vie, alors ce que ça a eu, ta c'est vie que aussi après? je me suis aperçue des disparités sociales, Mmh. de l'injustice Ouais, aussi, des gens qui trimaient pour, finir leur fin de mois, pour arriver les à inégalités, ouais. oui, l'inégalité, ça m'a beaucoup réfléchir sur l'inégalité et c'est ça peut-être qui m'a donné mes positions très gauchistes à l'adolescence. Parce que
Et puis comme j'ai lu très tôt Le Capital, sans comprendre peut-être Mmh. tout, mais je veux dire, je voyais très bien que c'était ce système économique qui faisait que tout dysfonctionnait, que les sociétés dysfonctionnaient, qu'il y avait de l'inégalité, que la pauvreté existait, que, c'était un système qui ne pensait qu'au profit, qu'à l'argent, au détriment de tout ce qui était humain. Donc ça m'a écœurée, donc je me suis dit: «Je lutte contre ça». Alors dès que je rencontrais un mouvement quel qu'il soit, Mmh. que ce soit le communisme ou que ce soit le gauchisme, j'étais adhérente parce que ça me parlait et je continue à penser que le système fonctionne très mal. Je ne suis pas contre le capitalisme parce que visiblement, à travers l'histoire, c'est le seul système économique qui marche. Mais Mmh. un capitalisme humain, où c'est le critère humain qui décide de ce qu'on fait, Mmh. comment et pourquoi, et non pas le profit, le bottom line. Critère qui est parfois oublié, Totalement oublié, tu vois? Et ça, ce critère comporte non seulement l'humain, mais comporte aussi la vie et la planète. Quand j'ai mmh, compris que nous, de par la façon dont nous produisions, nous étions en train de détruire la vie sur cette pauvre petite planète, très unique, parce qu'on n'en connaît quand même pas d'autres et probablement on ne les connaît pas. Je me suis dit: «Mais oui, justement, il faut cesser ce paradigme-là économique, il faut en changer». Il faut trouver moyen évidemment il faut que les gens puissent gagner. Il y a pas de motivation autrement. mmh, Tu vois bien que le communisme ça a pas marché, les kolkhozes ça a pas marché. Donc il faut, alors tes gens te répliqueront parce qu'il y avait certains pays qui avaient ce système économique-là, au milieu d'un monde qui lui était dans un autre système. mmh. C'est pas vrai, ça aurait pu marcher aussi, mais tu ne f l'humain a besoin d'avoir une motivation pour travailler, il a besoin de gagner quelque chose. Mais il y a tout est à repenser, à refaire. Je pense que l'écologie donne beaucoup d'avance. C'est pour ça que tous ces livres sur l'écologie me parlent et me plaisent beaucoup parce qu'ils donnent des solutions à la façon dont nous devons produire et consommer. C'est ça, c'est produire et consommer. Alors, tu me diras aussi, parce que j'y pense aussi souvent, c'est qu'il y a quand même une règle extrêmement cruelle dans la vie, cruelle et injuste, qui est la chaîne alimentaire. Alors, tu me diras, pour éviter la cruauté de la chaîne alimentaire, tu dois, manger que des légumes. D'accord, bon. Et si tu manges que des légumes, eh bien, il paraît aussi que les légumes, ils ont une sensibilité quand tu les arraches. Qu'il y a les carottes pleurent, on les entend pas. Donc ça, tu ne peux rien faire contre ça. Mmh. Donc, il y a accepter que la vie produit, elle peut pas être parfaite, Ouais, ouais, elle est complètement. imparfaite et qu'elle produit de la Quoi cruauté. qu'on fasse, ça a un impact Mais il sur faut le l'environnement limiter et cet le vivant. impact, il faut Ouais, le bien sûr, limiter au maximum bien sûr. et il faut humaniser tout. Il faut surtout regarder tout avec bienveillance et empathie et volonté de s'entraider. Alors, il y a un économiste intéressant qui s'appelle Éloi Laurent Mmh. et Claire Bloom, tu connais peut-être, Si, Claire Mouvian de oui, Bloom. oui, Claire C'est elle Mouvian, qui ouais. me l'a montré qui me l'a indiqué, je l'ai lu. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'il parle de la coopération. Je pense que la façon de casser la cruauté de la loi de la vie, c'est beaucoup dans la coopération. Repenser aussi je dirais presque la chaîne de valeur du vivant Oui, bien et sûr. voilà et ce qui a entraîné, parce que c'est ça, tu le disais, il y a cette question de l'alimentation et le fait que qu'on mange des produits d'origine animale, hem et qu'à côté de ça, il y a un film qui avait été fait qui était super pertinent sur ça, qui s'appelait Animal justement de Céline Oui, Dion. oui, Sur, tout l'impact de absolument, notre consommation absolument. et surtout voilà, de la manière dont on élève et on traite les animaux Ça, de c'est façon atroce, atroce, abominable, mais atroce. Et tu vois, c'est ça, limiter et des solutions qui existent, mais qu'on met pas assez en avant voilà, bien aussi et sûr, bien ouais, sûr. complètement et sur plein de domaines d'ailleurs. Tu peux même pas dire éduquer les enfants, parce que moi je vois des enfants éduqués dans ce sens-là, de la même famille, de la nature de chacun qui absorbe, fait, transmet ou ne le fait pas. Quand on est formé, on peut agir. Et quand on est formé, on peut agir, et non seulement ça, on peut partager aussi, et on aide les autres à agir, ça fait boule de neige. Mmh. Et c'est ça que je trouve formidable dans le programme des Climate Advocates, c'est qu'ils sont jeunes et qui luttent contre les dommages et les conséquences du changement climatique dans leur région chacun, Mmh. et qui cherchent des solutions. On les encourage à chercher des solutions, on les aide parfois, et des solutions qu'ils peuvent partager avec d'autres ailleurs.
Donc c'est chose important de faire ça. Non seulement, évidemment, là, c'est centré sur le changement climatique, c'est dommage, mais je trouve que c'est très important de faire comme ce film dans tous les domaines. On multiplie les porte-paroles et Oui, les oui, personnes en oui, capacité oui, d'informer et d'agir. absolument, absolument. Et tu vois, et dans tous les domaines Mmh. de problèmes sociétaux. Bien Mais sûr. je trouve que et c'est bien parce qu'il n'y a que la jeunesse qui va pouvoir changer les choses. C'est certainement pas ma génération et c'est même pas les générations entre la jeunesse et moi. Et vous? C'est l'action aussi collective. C'est le Oui, commun, il le faut bien collectif sûr, qui il faut fait. entraîner les autres Mmh. générations. Mais c'est vous, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui a la force, qui a la capacité, qui a aussi cette bienveillance. Parce que je sens une immense bienveillance chez les jeunes aujourd'hui. Il n'y avait pas. C'est la jeunesse, mais c'est toi qui as été à l'initiative. Ah, Non, mais moi, je me rappelle avoir fait table ronde en 2024 avec Le Monde, justement sur cette notion d'engagement intergénérationnel. oui, oui. C'était avec Make Sense, qui est une Oui, ONG oui, oui. française, et Petits Frères des Pauvres. Donc deux domaines complètement différents, Oui, l'environnement, la solitude des personnes âgées. Justement, il y a aussi cette notion de rassembler oui, de bien rassembler les sûr. générations. Mais ça, c'est mené par la Bien jeunesse, parce que sûr. c'est elle qui a la force, qui a Et, le temps, ouais. qui a l'avenir. Et toi, ton programme, justement, c'est un programme de formation à distance. Et il y a une partie, justement, projet, où les jeunes vont être amenés à Voilà, développer un projet à leur exactement. échelle sur leur territoire. Et à le Ouais, partager. c'est ça. Et concrètement, toi, enfin, pourquoi c'était justement important d'inclure cette notion au-delà de la formation, l'action et Parce que, l'incitation à mener tu un vois, projet? quand j'ai commencé, moi, FXB, Fondation et ONG, Mmh. la grande menace pour l'humanité, c'était le sida. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien. Il y avait ces orphelins qui restaient là. Depuis, les choses ont changé. Mmh. Le sida existe toujours, mais il est quand même maîtrisé Ouais. entre les programmes de non-transmission même enfant, entre l'accès aux antirétroviraux. Donc, il m'a semblé que pour ce deuxième chapitre où moi, j'essaye de passer la main, tu vois, je vais rester vigilante, mais je passe la main à d'autres, plus Mmh. jeunes, qui doivent reprendre le flambeau. Eh bien, il me semblait que la grande menace pour l'humanité, précisément, était ce changement climatique auquel pas assez de gouvernements ne s'attaquent, de se battre contre. La Chine avait fait un très Ouais. bon début. L'Amérique, c'est une catastrophe maintenant. Ouais. Et les pays les plus émetteurs. Exactement. Donc, Et et donc ça m'a paru être la chose la plus importante, avec aussi tous les problèmes liés, et ils en parlent dans le film, à la migration. mmh. Parce que d'abord, le changement climatique génère C'est bien et c'est sûr. interconnecté. Et puis tu as, comme on est 8 milliards de personnes sur cette planète, avec de grandes inégalités, avec une grande capacité d'information par justement tout cet Internet, etc., Mmh. qui augmente le sentiment d'inégalité. Eh bien, il y a une grande migration, qu'elle soit économique, qu'elle soit de protection contre les guerres, contre la torture, contre les régimes atroces et le changement climatique. Mmh. Beaucoup, beaucoup de gens qui se déplacent et qui vont se déplacer. Et donc, il faut réfléchir beaucoup à qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution à cela. C'est pas facile du tout, mais on peut apporter quelques petites aides et solutions. Et nous, en France, on travaille avec un chercheur Mmh. qui s'appelle le docteur Kouani, le docteur Jérémy Kouani, et qui a des études scientifiques, alors pour moi ça résonne aussi avec Harvard, sur les femmes, ces femmes migrantes qui sont violées depuis le point de départ, pendant le trajet et même à l'arrivée en France. Et FXB France, justement, s'occupe à aider ce chercheur à pouvoir augmenter son travail, à pouvoir trouver des fonds pour l'étendre comme il voudrait, non seulement à Marseille où il travaille, mais à d'autres villes de Mmh. France. Et même, moi, je suggérais à l'Europe, Mmh. puisque la migration, ça passe par l'Europe, en ajoutant peut-être les chercheurs de l'université de Harvard et faire une synergie FXB comme ça entre toutes nos capacités. Revenons peut-être justement, et tu parlais de Harvard et du centre que FXB possède justement sur la question santé et droits humains. Comment, enfin, j'ai envie de dire, le centre est engagé dans ces dynamiques-là. Comment ça se passe comment ça se chemine, pardon, quand un État fédéral, en l'occurrence celui des États-Unis, mène une politique à l'opposé des valeurs C'est que défend. extrêmement difficile de travailler. Tu amènes une conversation que je vais avoir la semaine prochaine avec les dirigeants de l'université en disant, mais comment voyez-vous l'impact auprès de qui
aujourd'hui des études qu'on fait. Enfin, Mmh. on ne va pas faire des études internes dans un bocal pour qu'elles restent sur des étagères. Autrefois, au début, on a commencé avec le travail de Jonathan Mann, toutes les études qui étaient faites au centre FXB impactaient sur les politiques des grandes organisations, des gouvernements, Mmh. surtout de l'Amérique. Oui. Alors maintenant, à qui est-ce qu'on va s'adresser? Comment faire pour que Ça rend complexe, ouais, c'est ça, voilà, ouais, la transmission. ça rend complexe Mmh. Oui. tout et d'autant plus que les universités sont dans un sale état Ils aujourd'hui. sont attaqués, Oh ouais, j'ai sur vu le que plan, tu es en train de sur faire le un plan procès à institutionnel Harvard. et moi ça me fait penser justement aussi à quelque chose dans ce cheminement-là. Il y a donc ces attaques et Harvard s'en est sorti entre guillemets suite à la suspension des subventions. Mais il y a eu aussi pendant un temps cette atteinte économique, cette potentielle Je atteinte crois économique. ils sont en train Oui, d'être c'est ça. ils ont un nouveau procès, j'ai vu depuis hier, sur le dos, parce qu'en fait, je crois que le gouvernement voudrait abolir l'idée d'université, d'enseignement. Enfin, on vit dans un monde en pleine Mmh. folie, Ouais. très difficile à naviguer et je crois qu'on ne peut avoir d'ambition, Mmh. déjà, que de naviguer son propre trajectoire au jour le jour et pour des centres universitaires, pour les universités, eh bien, il faut qu'ils trouvent aussi, moyen de traverser toutes ces tempêtes et d'avoir quand même un impact quelque part d'une manière quelconque. Je suis sûre qu'on peut y arriver, on peut trouver des solutions. Il faut s'y mettre à plusieurs, c'est la coopération. Tu parles aussi justement donc de bouée dans ton livre. Est-ce que est-ce que quand on voit les attaques, on en revient aux États-Unis, mais quand on voit les attaques à la littérature, avec l'interdiction de certains livres dans des universités comme 1984, le journal d'Anne Frank, The Handmaid's Tale, est-ce que la littérature n'en est pas une bouée aussi? Bien sûr, je l'ai dit, j'en ai mis 12. J'aurais pu en mettre 24, hein, il y en a plein d'autres, dont la littérature qui est aussi une bouée parce qu'elle est un enseignement, parce que tu vis d'autres vies, parce que tu vis justement du partage. Les auteurs partagent des expériences avec toi, simplement par leurs récits, par leurs personnages, par la trajectoire de l'histoire. Bien sûr, non, non, la littérature, c'est très, très, très important, c'est une très grosse bouée. Il faut lire, lire, lire. Je crois que je le dis d'ailleurs, Ouais. très important toujours. Je dirais, tout est important à lire parce que tu engranges, Mmh. des notions d'enseignement qui vont être utiles. Je trouve même que, tu vois, aussi bête que ça, quand tu as un médicament et souvent dans les médicaments aujourd'hui, c'est des génériques pour des raisons Ouais. économiques. Eh ben, c'est très important de lire la notice parce que pour voir que tu n'as pas des effets secondaires que Mmh. n'aurait pas eu l'autre médicament, ou même quels sont les effets secondaires que ça peut avoir, pour savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce que tu ingères, qu'est-ce que tu te mets dans le corps pour te faire du bien, être sûr que ça te fait du bien. Et aussi, ce à quoi il faut être vigilant, parce qu'il y a aussi des précautions à prendre. Alors tu vois, lire est important, il faut tout lire. Et quand il y a quelque chose à panneau dans la rue, Mmh. il faut le lire, parce que c'est une information qui peut protéger. Mmh. Lire est aussi Lire une des forme, j'allais dire presque d'échappatoire et lire, du ça quotidien. partage, je Mmh. trouve, hein, ça partage, justement, entre des gens qui savent des choses que toi tu ne sais pas et qui te les partagent. Mmh. Par la lecture que tu fais, que ce soit la littérature, que ce soit les notices des médicaments, que ce soit des avertissements, dans la rue, tout. Et justement, quand on vient se faire, interdire justement la lecture de certains ouvrages, Ça, non, ça c'est terrible. Rien ne doit être interdit. c'est une Rien. forme de censure, hein. Oui, c'est une totale forme de censure d'interdire la lecture de certains ouvrages. C'est, non, tout ce qui a été écrit, alors il faut accompagner aussi les lectures. Mmh. Si on trouve qu'il y a des lectures qui sont, répréhensibles et qu'il faudrait interdire pour une Mmh. raison quelconque, C'est ça. eh bien, à ce moment-là, il faut accompagner La il faut liberté laisser voilà, voilà. d'expression et jusqu'où? Mais il faut accompagner cette lecture, dire: «Voilà, vous lisez ça, mais voilà les commentaires que Mmh. je partage avec vous pour vous guider dans votre lecture, pour que Mmh. vous ne preniez pas tout, comme argent comptant, que vous Mmh. sachiez Ouais. faire le tri, le ménage de ce qui est, bien, important, valable, éthique et ce qui ne l'est pas». C'est ce que font d'ailleurs les professeurs en principe. Ouais. On ne l'a pas mentionné dans les cartes, que je t'ai montrées tout à l'heure et on aurait pu, c'est Mohamed Younous, parce que lui J'aime est à beaucoup l'origine Mohamed à Younous l'origine, et donc maintenant docteur, anciennement Premier ministre, oui, hem, à l'origine du microcrédit, la révolution qui que a j'ai fait placé avec voilà, c'est mon ça. ah bon, Mmh.
c'était de transgresser complètement cette merveilleuse découverte de Mohamed Yunus que Mmh. j'admire, moi, depuis les années 70, tu vois, avant FXB. Et j'étais extrêmement confortée contre le monde humanitaire et développement qui me critiquait Mmh. tellement. Quand je lui ai expliqué, je lui ai dit: «Mohamed, voilà, moi je travaille dans un contexte qui est différent du tien, tu travailles dans la pauvreté. Moi, c'est dans l'extrême pauvreté, Mmh. puisque le SIDA augmente la pauvreté. Donc je ne fais pas ce que tu fais, ce que Mmh. tu as préconisé. Je fais autre chose. Maintenant, si toi tu me dis, parce que j'ai tellement confiance en toi et je t'admire tellement, que je fais fausse route Mmh. et qu'il faut que je revienne au Tu lui as demandé microcrédit, je fais conseil? voilà, j'ai demandé conseil et il m'a tapoté au bout de 2 minutes, hein, sur le bras. Il m'a dit: «Continue à faire ce que tu fais». Ah, je me suis dit: «Bon, je continue» et que je crois que tu dis, il a écrit d'ailleurs que les chiens aboient et que la caravane passe. Mmh. Parce que c'est vraiment ça. Non, j'adore Mohamed et il est devenu maintenant il est le 1er ministre ou le Il a président. été un temps Premier ministre, Voilà, maintenant il a été Premier ministre décidé. et ouais, voilà. Mais c'est Il y a quelqu'un eu de nouvelles depuis d'extrêmement, entre-temps, mais extrêmement il capable a voilà, il a et merveilleux une aussi. sagesse et Et une c'est pas totale liberté, qui de émane penser et vraiment, de qui émane vraiment mmh, aussi, une aura, tu vois, une énergie ouais, complètement. fantastique. La raison pour laquelle la jeunesse a fait appel à lui, au Bangladesh. Voilà, exactement, tu vois, c'est la jeunesse qui a mené, encore une fois, cette initiative. Et ce changement de régime Ouais, aussi, ouais. enfin de pouvoir qui était, absolument néfaste. En fait, il faudrait que les jeunes se mobilisent partout dans le monde pour remplacer tous ces vieux qui s'approchent. Et j'ai envie de dire, voilà, alors, au Bangladesh, ça s'est bien passé, si on peut le dire ainsi. Il y a eu entre-temps de nouvelles élections et voilà. Il y a des pays où ça se passe de manière beaucoup plus difficile. On peut penser à l'Iran, où justement la jeunesse, se mobilise depuis maintenant, Oui, mais la mort de Masha Amini, oui, la mais mort absolument la pauvre tragique. jeunesse, elle n'a pas de possibilité puisqu'elle est massacrée, Mmh. elle est assassinée. La jeunesse au niveau national, c'est compliqué, il faut que ce soit à un niveau plus global. Oui, il faut que ce soit à un niveau plus global et plus que ce soit une civile, mondiale, Mmh, une pression d'opinion civile mondiale. c'est ça. Moi, je pensais que d'ailleurs, il devrait y avoir tu sais, du temps du communisme, il y avait l'internationale Mmh, de tous les ouvriers, de tous les travailleurs et je trouve qu'aujourd'hui, il devrait y avoir l'internationale, de la bonne gouvernance, de la liberté, de la protection des femmes et cetera et que je ne sais pas comment l'opinion publique peut influer sur les mollahs, elle n'influera pas du tout. mmh, Mais elle peut influer sur les gouvernements qui peuvent s'en débarrasser et pour ça, je dois dire que Netanyahou, il faut qu'il fasse le job jusqu'au bout. Pas seulement pour éviter à Israël la menace, à mon avis, hein, du nucléaire que pourraient mmh. avoir les mollahs, mais aussi pour libérer enfin la société iranienne et en particulier les filles et les femmes Toi, tu parlais justement, et les il jeunes. y a quelques années dans une interview, en parlant d'environnement, tu Ouais. disais qu'au-delà des gestes individuels, il fallait que la et Oui, j'utilise oui, pas le terme de population au niveau mondial, mais que la communauté internationale, elle se mobilise oui, là-dessus. mais là aussi, tu vois, sur Et la commande on le voit les COP, internationale. ça roule Oui, dans la semoule, si je peux le dire ainsi. oui, oui, Et est-ce que oui. justement sur la question des droits des femmes, alors que ce soit en Iran, mais c'est valable aussi en Afghanistan par exemple, est-ce que justement il n'y a pas une nécessité qu'au-delà de l'action que mènent les États-Unis et Israël, qu'il y ait un chemin plus, je dirais plus Mais destructif, c'est ce que je te dis, plus c'est que maintenant, politique? avec les outils dont on Mmh. dispose, entre ces réseaux sociaux, entre ces informations mondiales, Mmh. l'accès à tout le monde, au monde entier, il y a vraiment la nécessité qu'il y ait une coagulation de tout ça, et en particulier dans la jeunesse. On aimerait bien faire une internationale qui défende à la fois ces valeurs que tu viens d'évoquer et à la fois aussi la protection de la vie sur la planète. Mmh. Pas seulement le climat, parce que le climat est ce qui permet ou ne permet pas la vie, pas seulement la vie humaine, mais la vie tout court. Mmh. C'est un long combat, Un très long combat, mais vous êtes jeune, vous avez le temps. Et hem vous allez le faire, je suis sûre. Je suis sûre que là où je serai, où je flotterai dans quelques années, je serai très étonnée et très épatée par ce que vous ferez tous. Moi, j'ai envie de revenir à la fondation de FXB. On en avait parlé dans le premier interview de ce qui t'avait amené, voilà, c'est pas l'idée de ma question, mais plutôt de se dire, comment est-ce que toi et tu en parles dans ce nouveau livre, comment tu t'es relevé?
de cet accident absolument tragique. Oui, oui, de cette pulvérisation et de mon identité, puisque j'étais la mère de François, et de la perte atroce, du désespoir. Moi, je me suis relevée de plusieurs manières différentes. Je sais pas, je peux même pas te dire la chronologie des choses, en quel ordre c'est arrivé. Mais d'une part, en voulant que François ne soit pas mort pour rien, que sa mort ait un sens comme les vies peuvent avoir un sens. De prolonger quelque part son existence, de qui il était, de ce qu'il apportait aux autres, en faisant cette fondation et Son cet engagement. objet, son engagement et ce qu'il apportait, sa générosité et de Ces valeurs continuer aussi ça. que tu Oui, partageais. c'est ça, voilà. Et si tu je crois que c'est quand même sa mère, c'est difficile de le dire, mais tant de gens le disent et moi je suis assez objective, tu sais? Mmh. Je vois les choses et les gens comme ils sont et François était quand même quelqu'un de très, très, très il émanait de lui aussi cette bonté dont je te parlais, cette générosité, cette objectivité, qui sont quand même très rares et donc je voulais prolonger ça, et qu'il ne soit d'abord pas mort pour rien Mmh. et ensuite qu'il continue quelque part à vivre et à apporter aux autres ce qu'il apportait. Ça été une chose. Ce qui a été aussi, c'est quand je suis partie en mission au Liban, Mmh. ça a été la première fois où j'ai vu que nos actions d'organisation humanitaire, parce que j'étais bénévole pour Médecins du Monde, apportaient de la joie et du réconfort à ces réfugiés de l'Est et de l'Ouest. Mmh. De voir la joie dans leurs yeux, le regard, tu vois? Et ensuite, quand j'ai commencé FXB aussi, les toutes premières choses que j'ai faites, de voir les mêmes choses et les mêmes conséquences de ce regard qui s'illuminait tout à coup et qui se reflétait dans mon regard et qui, moi, comme un soleil, si tu veux, qui t'apporte un Tu te rayon de disais soleil. merci aussi. Mmh. Une forme de remerciement ou de Mais c'est pas ça, c'est leur bonheur qui se mmh. reflétait dans moi et qui faisait que moi, je pouvais ressentir à nouveau le bonheur et le sens des choses et l'envie de faire des choses, pour eux. Et donc, ça a été une grande motivation et puis aussi, la mort qui est inévitable, enfin, qui n'est pas le dernier mot trop tôt et que c'est pour ça que je voudrais beaucoup que François-Xavier maintenant, c'est dans FXB Global qui est une nouvelle Mmh. fondation et je voudrais que François aurait 64 ans aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, mais dans cette année Mmh. et je trouve que déjà 64 ans, c'est une vie, parce qu'après 65 ans, on rentre dans la vieillesse, c'est pas tellement une vie et que je voudrais que cette deuxième fondation, FXB Global, puisse au moins perdurer en dépit de ce que le monde nous réserve, de façon à aussi tenir encore une vingtaine, une trentaine d'années et qu'après ça, moi je ne crois pas à la pérennité des choses ad vitam aeternam. Tu regardes les plaques des rues, tu te dis: «Mais c'était qui ça?» tu vois? Et donc, Comment est-ce que tu vois, oui, la continuité après de FXB? c'est pour ça que j'ai fait Global. Mmh. Parce que dans Global, j'ai mis un président, Stanislas Potier, qui est formidable, très capable. J'ai un directeur général Mmh. qui est très, très capable aussi, Grégoire Abel. J'ai des équipes dont fait partie Thérèse, qui est une grand atout dans l'équipe. Et j'ai mis aussi un conseil d'administration Mmh. dans lequel il y a les personnes principales, les plus jeunes, enfin beaucoup d'entre elles, pas toutes, mais beaucoup d'entre elles, qui pourront continuer justement tout ce travail avec ces mêmes valeurs et le même ADN. Et petit à petit, comme ça, je veux dire, je veux non seulement passer la main, mais aussi disparaître de la planète tranquille, parce que j'avais fait En quoi. sachant que ta mission continue, Voilà, et c'est que ça, les valeurs, les tiennes et celles de qu'il y a François. cette mission continue, Mmh. voilà. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre aussi qui m'a aidé à ressortir? De cultiver, de retrouver une envie de vivre, retrouver des motivations. C'est un travail, hein, une discipline. Voilà, donc toutes ces choses que je viens d'évoquer, toutes mises ensemble. Moi, je voudrais te citer un passage, je me Oui. permets, qui est au début du livre, page 12, qui relate justement, un peu nos propos et ce lien à la jeunesse. Trop de jeunes et de moins jeunes me confient leur sentiment d'être paumés, désemparés, sans cap ni certitude. Certains, pour cette raison, hésitent même à avoir des enfants, et je ne peux que les comprendre. Ils doutent de leur place dans ce monde, comme si l'horizon ne pouvait plus offrir de perspectives désirables. Comment se projeter dans l'avenir quand nos modes de vie détruisent la planète sous nos yeux? Quand les sociétés paraissent s'enfoncer dans la violence, la haine de l'autre et l'injustice? Et quand l'humain risque de devenir la première victime de ses propres excès, pardon.
Bah oui. Je trouve ça très vrai et aussi sur, ça complètement, quand le la part qu'a compris la part de t'exprimer aussi sur les réseaux sociaux et les comme Bah, c'est ce que on je pourrait pense, presque dire des leçons de vie, des oui, apprentissages, c'est des un partage mmh, d'expériences et de leçons reçues que j'essaye de transmettre comme outil. mmh, Voilà, j'appelle ça des bouées parce que comme tu disais des clés, c'est aussi des clés, c'est des outils pour arriver à traverser toutes ces incertitudes qui se profilent et toutes ces difficultés qui se profilent et voilà, et tout ce qu'on vient d'évoquer, de quoi est fait notre époque aujourd'hui. et puis, peut-être, si tu pouvais en quelques mots, c'est un exercice qui est peut-être pas simple, mais, Mmh. décrire ton ouvrage, comment est-ce que tu le décrirais, à quelqu'un justement qui n'a pas forcément lu le premier Ah mais au-delà de ces 12 bouées? tout ce que je viens de te dire là, c'est-à-dire que c'est un ouvrage court, j'aurais pu en mettre beaucoup plus comme toujours, mais il faut les faire court pour des tas de raisons. Mmh. D'abord parce que les gens n'ont pas non plus la capacité de lire beaucoup, Mmh mh. parce que les gens n'ont pas les moyens d'acheter des livres qui coûtent, surtout en ce moment, et parce que aussi, il faut quand même pas non plus, à son tour, noyer les gens avec des solutions. Il faut Mmh. vraiment garder les choses les plus Les plus impactantes. cruciales. C'est pour ça que j'ai essayé de choisir ce qui était le plus important, le plus impactant, le plus essentiel et des choses que l'on peut garder au quotidien, en dépit de tout ce qui peut arriver. Donc je dirais que c'est un ouvrage de transmission, de génération, avec des choses que l'on m'a données, avec des choses que j'ai vécues et qui peuvent être utiles à d'autres, à des jeunes. Et quand je parle de cette non-volonté d'avoir des enfants et que je comprends, je pense que si j'avais aujourd'hui vos âges, c'est vrai que je n'aurais pas envie par égoïsme de et bonheur, c'est un bonheur d'avoir des enfants, élever des enfants. Mais j'aurais pas mais en faisant ça, c'est très égoïste. Je n'aurais pas l'envie de mettre au monde des êtres que je vais plonger dans un monde qui me paraît aujourd'hui, en tout cas la durée de leur vie, parce que tout est par cycle, très, très, très dur, difficile et cruel. Et si on a de l'amour à donner, Mmh. il y a tant d'enfants en déshérence. Mmh. Quand soit on peut s'en occuper quand on ne peut pas les adopter, soit on peut les adopter. Alors pourquoi, être obligé d'en fabriquer? C'est vrai. C'est ça que je pense, mais Et puis peut-être, pour poursuivre la réflexion, peut-être que tu aurais, une œuvre, pas forcément un livre, ça peut être un film, un poème, une exposition, enfin voilà, un documentaire. Quelle serait-elle? moi, ce serait de la musique en tout cas, parce que je trouve que la musique est quelque chose qui est, immatériel, mais donc c'est mieux qu'une peinture qui est un objet, même qu'un livre qui est un objet. C'est pas un objet la musique, ce sont des sons, des vibrations, c'est de l'énergie Mmh. et tout est énergie et je trouve que la musique est quelque chose qui apporte énormément, immensément. Pas toute la musique, mais certains morceaux de musique. Il y a un morceau de musique, son titre a l'air très religieux comme ça, mais c'est pas ce côté-là qui m'intéresse. Les sons que Bach, je trouve que Jean-Sébastien Bach est un musicien, quoi, un compositeur qui a apporté tellement Absolument à génial. l'humanité, tu vois? Quand j'écoute Jésus comme un joie de mort qui a été fait pour, je crois au départ pour l'orgue, voilà, mais Mmh. quand on joue au piano, comme l'a fait Dino Lipaty, qui était un musicien, qui était un interprète extraordinaire. Je veux dire, ton angoisse, tes inquiétudes, tout ça, ça s'apaise. C'est extrêmement apaisant, enrichissant et je trouve, que ça relie à la transcendance, à une certaine spiritualité dans le bon sens du terme. Merci beaucoup Albina Merci pour cet Marco, entretien. Et avec puis grand au plaisir plaisir. de découvrir ce nouvel ouvrage, donc le Merci. 16 avril Oui, dans toutes les bonnes librairies voilà, et puis en voilà ligne aussi. et puis merci beaucoup. Ça me fait un immense plaisir, tu vois, d'échanger avec toi. Merci.